Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe 2022. Et aujourd'hui, c'est l'heure du grand moment, c'est la Quick Step Alpha Vinyl Team. Vous vous rappelez, ils ont changé de nom. Deceuninck est parti, Alpha Vinyl est arrivé. Je crois que ça appartient au même groupe, je me rappeler. Donc Quick Step Alpha Vinyl Team pour cette saison 2022 pour le Wolfpack. En termes de sponsors, on va revenir sur la saison 2021. Il y aura le grand moment des victoires de la saison 2021. Il y aura également les transferts, l'effectif 2022 et puis les coureurs à suivre pour cette année. Et on parlera du maillot qui n'a pas énormément changé malgré le nouveau nom de cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, notamment sur les réseaux sociaux. Et on commence tout de suite. Donc Quick Step Alpha Vinyl, c'est le nouveau nom de cette équipe. L'année dernière, ça s'appelait Deceuninck. Le changement de nom, Quick Step, on est toujours... nous, les vieux, qui avons commencé à regarder le cyclisme dans les années 2002, 2003, 2004. Quick Step, pour nous, c'est Richard Virenque et Boonen. Donc, c'est une équipe qui... la période de domination a même commencé parce que la Maped gagnait beaucoup et ne gagnait pas autant. Ça a commencé vraiment à l'époque de la Quick Step. J'ai pas souvenir, après, bon, j'ai un peu moins connu la période des années 90 au niveau du cyclisme et de la Maped, que si la Maped gagnait vraiment autant de courses sur l'année. Quoi qu'ils avaient, ils avaient un bel effectif, parce que la Maped, il y avait, à chaque fois on dit que l'effectif était fort. Il y avait donc Franco Ballerini. Vous aviez aussi Bettini en début de carrière. Voilà. Non, il y avait une très très belle formation du côté de la Maped, mais je sais pas s'ils gagnaient autant. Je crois que vraiment ils ont commencé à gagner énormément. C'est au moment où ils se sont appelés Quick Step. Où ils ont dominé le classement du nombre de victoires. Et bon, pour moi, la Quick Step, c'est Richard Virenque. La saison 2021 de la Deceuninck, à l'époque, c'était comme ça qu'il fallait l'appeler. Donc, au niveau du classement World Ranking, ils sont en tête avec 15 652 points,9. Quasiment 700 points devant Ineos Grenadier. Au niveau du classement des victoires, 66 victoires. Avec 27 victoires en World Tour, ils ont 12 d'avance sur UAE. Ils sont largement devant UAE dans ce classement-là aussi. 18 vainqueurs différents. Donc là aussi, très très bonne saison. Et parmi les résultats, on a quand même le Tour des Flandres remporté par Kasper Asgreen, le Tour de Podium de Pologne pour Almeida, Alaphilippe pour la Flèche Wallonne. Et puis vous avez également la deuxième place sur le Tour de Lombardie de Masnada, la sixième place sur le Tour d'Italie pour Almeida, Cataneo qui fait quand même 12e sur le Tour de France. Vous avez des victoires sur le Tour d'Espagne avec Florian Sénéchal, une victoire d'étape. Donc ils ont été présents tout au long de la saison. Ils ont vraiment fait des très très belles choses. On n'oubliera pas non plus le retour de Mark Cavendish au top, le retour également de Fabio Jacobsen aussi au top. Donc ça a été une année très remplie. On pourrait peut-être un peu critiquer leur Giro. Je dirais où c'est un peu plus timoré, mais ils jouaient quand même la gagne pour le général avec Almeida. Et c'est vrai qu'on a eu un Remco Evenepoel un peu plus en difficulté à ce moment-là. Mais bon, la saison est excellente, comme d'habitude. C'est une équipe qui a c'est une équipe qui est imbattable aujourd'hui au niveau des sprints. C'est très dur d'aller battre la Deceuninck parce qu'ils savent s'en sortir quand ils sont devant avec leur train. Ils savent s'en sortir quand leur train est dépassé, avec des demi-trains. Ils savent tout le temps s'en sortir. Ils ont une capacité d'adaptation très forte. Sur les classiques flandriennes, c'est l'ogre. Quand tu regardes l'effectif, tu te dis que les 8 coureurs qu'ils emmènent, à chaque fois, il y a des 8 pourraient gagner. Et puis, même sur les classements généraux maintenant des grands tours, ils sont présents. Donc, c'est quand même une équipe qui est très, très forte. L'ogre, un petit peu de la Deceuninck. On passe au gros moment. Les 65 victoires de la Deceuninck Quick Step.
On commence avec la première. Alors déjà, il y a le titre de champion du monde de Julien Alaphilippe. Là, il est un petit peu hors catégorie, mais je rappelle qu'il fait partie de cette formation, le doublé pour Alaphilippe. Tour de la Provence, l'étape 1 pour Davide Ballerini, l'étape 2 également pour Davide Ballerini. Sam Bennett qui remporte l'étape 4 et l'étape 6 de l'UAE Tour. Davide Ballerini qui remporte Omlot Etniesblad. La Royal Bernard Drôme Classique pour Andrea Bajoli. Maury Van Sevenant qui remporte le GP Industria et Argianato. On a ensuite Sam Bennett qui remporte la première étape de Paris-Nice, l'étape 2 de Tirreno pour Julien Alaphilippe, l'étape 5 de Paris-Nice pour Sam Bennett, le 2 Pantour, Sam Bennett encore, Casper Asgreen qui remporte le Grand Prix E3. La semaine internationale copiée Bartali, étape 5 pour Michael Frolich-Honoré. Le Tour des Flandres pour Casper Asgreen. Le Tour du Pays Basque pour l'étape 5 pour Michael Honoré. Sur le Tour de Turquie, on a l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, l'étape 8 pour Marc Cavendish. La Flèche Wallonne pour Julien Alaphilippe une nouvelle fois. Le Tour de Romandie pour l'étape 5, le contre-la-montre avec Rémi Cavagna. On a ensuite l'étape 1 pour Sam Bennett, l'étape 3 pour Sam Bennett pour le Tour de l'Algarve. Ce sont ses derniers succès dans cette formation. On a le contre-la-montre, l'étape 4 du Tour de l'Algarve pour Casper Asgreen. Le contre-la-montre du Tour de Belgique pour Remco Evenepoel avec le classement général final. Marc Cavendish lui remporte la 5e étape de ce même Tour de Belgique. On a le championnat du contre-la-montre de Belgique remporté par Yves Lampaert. Asgreen qui remporte le contre-la-montre du Danemark, le contre-la-montre du championnat de République tchèque pour Cerny, Almeida qui remporte le championnat du Portugal du contre-la-montre et Rémi Cavagna qui remporte lui la course en ligne des championnats de France. On retrouve ensuite le Tour de France avec l'étape 1 remportée par Julien Alaphilippe, l'étape 4, 6, 10, 13, remporté par Marc Cavendish. Fabio Jakobsen qui remporte ensuite l'étape 2 et l'étape 5 du Tour de Wallonie. L'étape 1 du Tour de l'Ain pour Alvaro Odeig ou Hodge, on ne sait jamais comment on doit le dire. Joao Almeida, à chaque fois je dis Roao, mais c'est Joao Almeida pour l'étape 2 du Tour de Pologne. L'étape 3 du Tour du Danemark pour Remco Evenepoel, la 4e étape du Tour de Pologne pour Joao Almeida, le Tour du Danemark et la 5e étape du Tour du Danemark pour Remco Evenepoel, la 6e étape du Tour de Pologne contre la montre pour Rémi Cavagna, le Tour de Pologne, le classement général final pour Joao Almeida, la 4e étape du Tour d'Espagne pour Fabio Jakobsen, le Grote Price Marcel Kint pour Alvaro Hodge ou Odeig, la 8e étape du Tour d'Espagne pour Fabio Jakobsen, Drie van Koers Overijse. Drie van Koers Overijse. J'ai essayé de le prononcer mieux une deuxième fois, mais c'est pas encore passé. Pour Remco Evenepoel, la 13e étape du Tour d'Espagne pour Florian Sénéchal, la Bruxelles Cycling Classic pour Remco Evenepoel, la 16e étape du Tour d'Espagne pour Fabio Jakobsen, Yves Lampaert qui a remporté la 7e étape du Tour de Grande-Bretagne, la première étape du Tour de Luxembourg pour Joao Almeida, la première étape du Tour de Slovaquie pour Alvaro Hodge, Cataneo qui remporte la 4e étape en contre-la-montre du Tour du Luxembourg, le classement final du Tour de Luxembourg qui est remporté par Joao Almeida, Yannick Steimle qui remporte la 2e étape du Tour de Slovaquie, la Primus Classique remportée par Florian Sénéchal, le Goikse Price pour Fabio Jakobsen qui remporte également l'Euro Métropole Tour, la Sparkassen Münsterland Giro pour Marc Cavendish et on termine par la Coppa Bernucchi pour Remco Evenepoel. Voilà les 65 victoires de la saison 2021 de la De Koninck Quick-Step. On l'a fait sans trop bafouiller. Incroyable, des applaudissements, là, la NASA derrière. On passe au transfert de cette saison 2022 pour l'équipe De Koninck. Les transferts, il y a 6 arrivées pour 5 départs. On a déjà Van Wilder qui arrive de la Sunweb. Nous avons également Louis Vervaeke qui arrive de l'Alpecin Phoenix. Van Wilder, je rappelle, des problèmes relationnels avec l'équipe DSM. Et donc il a quitté l'équipe en cours de saison, on va dire. Enfin, ça a été un long imbroglio. Mauro Schmidt qui vient de QBK Nexatch. On a Stan Van Tricht qui vient de SEG Racing Academy. Vous savez, cette équipe qui a été conçue par des agents de coureurs pour découvrir des jeunes talents. On a Ethan Vernon qui vient des jeunes et Martin Zvresek qui vient du team Bisse Carrera, donc qui est un team de Continental. Parmi les départs, des gros noms parmi les départs, on a notamment Sam Bennett, le sprinter, qui rejoint la Bora.
Il n'a pas joué de grand tour, il y a eu tout cet imbroglio avec sa blessure au genou. J'en ai déjà parlé quand on a fait la Bora, donc je ne vais pas notamment me répéter. Sean Archbold a suivi avec Sam Bennett. Et puis on a Joao Almeida qui rejoint UAE et Alvaro Hodge qui rejoint UAE. Du côté d'Almeida, il demandait trop cher et Patrick Lefebvre ne voulait pas augmenter le salaire autant. Voilà. Je rappelle que Almeida, son manager, c'est le même manager que celui qui traîne dans le foot. J'ai oublié, c'est le même manager que Cristiano Ronaldo, je crois. Donc c'est voilà, quelqu'un qui aime bien gagner de l'argent aussi sur le dos de ses coureurs et de ses sportifs. Et ça ne plaît pas à beaucoup d'équipes, donc c'est pour ça qu'il rejoint UAE, parce qu'il faut savoir que Almeida, notamment par exemple Groupama, n'en voulait pas parce qu'ils ne veulent pas de son manager, et c'est pas la seule équipe qui n'en veut pas. Il y a pas mal d'équipes qui ne veulent pas de ce nouveau manager, on va dire, dans les pattes. Et puis je termine avec Ian Garrison avec L39 Ian of Los Angeles, donc qui est une équipe américaine. Ian Garrison, oui, qui nous a pas totalement émerveillé de son talent l'année dernière. L'effectif 2022 de la Quick Step, c'est toujours aussi costaud. Vous avez quand même du monde à tous les étages, c'est-à-dire que même si on a perdu Almeida, on récupère Van Wilder. Chez les jeunes, on a quand même les deux jeunes belges les plus prometteurs pour moi, c'est-à-dire que vous avez Van Wilder, il manque que Jordi Meus, on va dire, dans les jeunes prometteurs. Vous avez l'effectif est tellement solide, quoi. Sur les classiques, à part en montagne où c'est un peu plus faible, alors on a les meilleurs rouleurs du monde. Et encore, ça a quand même progressé, parce qu'on voyait Van Sevenant, Van Wilder, James Knox, Masnada, donc Alaphilippe, c'est Cataneo aussi, c'est quand même pas mal, non, de ce côté-là, hein. Remco Evenepoel aussi, non, on commence à avoir quelques éléments en montagne, donc ça va être encore une énorme saison de leur part. Je pense que voilà, ils vont être très durs à battre, l'équipe de Patrick Lefebvre. J'essaie de récupérer un petit peu mon souffle. On est avec Florian Sénéchal du côté de la Quick Step pour les coureurs à suivre. Pourquoi Florian Sénéchal ? Je trouve qu'il a fait une très bonne saison 2022. C'est un coureur qui était parfois un peu dans l'ombre chez De Koninck, même s'il avait remporté le Saman en 2019. Son palmarès était pas si incroyable que ça. Cette année, c'était quand même le favori des championnats du monde. Il s'est sacrifié pour Alaphilippe. Au Tour d'Espagne, il a été très bon. Sa victoire, elle est vraiment très bien. Il fait vraiment du très très bon travail. Moi, je l'avais vu également sur la Classica de Almeria. C'était vraiment du beau boulot. Voilà, il a fait une bonne année dans un effectif où c'est pas simple de s'imposer. En plus, l'effectif de la De Koninck. Donc voilà, il a été très bon. Moi, j'attends que l'année prochaine, ça soit la même chose. Mais Sénéchal, c'est un coureur qui, je pense, c'est là où on peut avoir énormément de regrets. C'est que chez Cofidis, il avait déjà ce talent-là, mais je crois que on n'a pas tout fait pour le garder. Et bon, Lefebvre, il n'est pas passé à côté d'un talent comme ça. Voilà, il a ce talent-là depuis longtemps, hein. Donc Lefebvre, il n'est pas passé à côté. Et il a bien fait. Et voilà, c'est dommage qu'il s'épanouisse en Belgique et pas en France. Il y a un petit côté chauvin dans cette phrase, mais parce que quand il était chez Cofidis, il y avait déjà un talent énorme, sauf que il n'y avait pas le collectif autour de lui. Et qu'aujourd'hui, il y a le collectif autour de lui. C'est un peu dommage qu'on soit obligé de s'expatrier. Van Wilder, c'est pour moi du même niveau que Remco Evenepoel. Van Wilder. Alors, tout le monde est un peu sur Remco Evenepoel, parce que Remco Evenepoel, il y a l'histoire déjà, c'est un ancien footeux qui s'est mis au cyclisme assez tardivement. Et puis, je pense que Remco Evenepoel c'est un peu comme Max Verstappen, quoi. On aime quand sa communication est pas nickel. Alors que Van Wilder, c'est un peu plus classique, on va dire, dans le monde du cyclisme. C'est dommage que DSM n'ait pas réussi à le conserver. Mais du côté de DSM, c'est pas le premier jeune qu'on perd, notamment Marc Hirschi. Il s'est beaucoup plaint du matériel qui était à sa disposition, qui n'était pas de suffisamment bonne qualité. Donc c'est la raison qu'il a invoquée pour partir. Je pense aussi qu'il savait qu'il pouvait monnayer son talent, notamment en Belgique, et qu'il pourrait améliorer son salaire.
On sait que DSM, c'est pas l'équipe qui va faire des gros salaires, des gros transferts. C'est une équipe qui n'a pas cette logique-là, qui n'a jamais eu cette logique-là. Et le problème, c'est qu'ils perdent souvent leur talent. Mais en même temps, on peut leur dire, voilà, c'est un peu comme Auxerre, voilà, en Ligue 1 à une époque, pour ceux qui ont connu le football dans les années 2000. DSM, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, ils sont pas proches de leur sous, mais ils sont intelligents. C'est-à-dire qu'ils se disent, oui, mais on n'est pas sûr de quoi l'avenir sera fait, donc ils sont prévoyants. C'est le terme que je voulais. Donc Van Wilder, il a changé d'équipe. Et Van Wilder, il a quand même un profil qui est énorme, quoi. Le mec a 21 ans. Il a fait 16e du Tour de Romandie en faisant 4e du contre-la-montre. Et là, il fait vraiment une très très belle course. On l'a très peu vu sur la deuxième partie de saison, du fait qu'il y avait ce souci avec la direction de son équipe. Mais on est sur un pur talent. Vraiment, c'est un profil de coureur qui est très très intéressant. Et pour moi, c'est du même niveau que Remco Evenepoel, quoi. Il n'y a peut-être pas le même palmarès pour le moment, mais le niveau est énorme chez Van Wilder. C'est un profil qui est très intéressant, moi je trouve. Un grimpeur, coureur complet. C'est vraiment bien. Il va reprendre en plus en France, au Tour de la Provence. Je vous invite à le voir, parce que lui, c'est future grosse pépite. Mauri Van Sevenant, 22 ans. En plus, c'est fort chez Quick-Step, c'est qu'ils ont des jeunes coureurs. Mais alors, ils ont une ribambelle de jeunes coureurs. Mauri Van Sevenant, qui a été la révélation, je dirais, de fin d'année 2020, qui a confirmé en 2021 tout ce qu'on pensait de lui, parce qu'il a fait un énorme travail dans le collectif. Alors il n'y a peut-être pas de grands résultats, on va dire, à part sa victoire au Grand Prix Industria et Argianato, mais quand vous regardez le travail qu'il a effectué pour Alaphilippe, pour le collectif, dans cette formation, pour Enric Mas aussi, tu t'es dit il faut mieux l'avoir avec toi que contre toi. Mais c'est incroyable le niveau. Alors, il a déjà fait donc une Vuelta. Il va faire le Giro cette année, juste après les classiques flandriennes. Donc, ça veut dire qu'il va avoir un début de saison où il faudra qu'il soit en forme très vite. Je pense qu'il est en capacité de le faire. Coureur qui vient de Ostende. Il n'y a pas beaucoup de grimpeurs qui viennent de Ostende. Ostende, c'est la mer en Belgique. C'est là où il y avait les championnats du monde contre la montre, je crois, partaient d'Ostende. Je crois. Vous partez pas loin de Ostende, je crois, le contre-la-montre. Mais c'est la mer, en Belgique, donc c'est sûr que les grimpeurs en Belgique, on n'en a pas eu 150, et les grimpeurs dans ce coin-là de Belgique, encore moins, je pense. Masnada, Bergame, plus une terre de cyclisme et de grimpeurs pour Fausto Masnada. Il y avait des championnats du monde à Bergame qui avaient été très sympas. Il finit fort avec le Tour de Lombardie, Milan-Torino, la Coppa Bernocchi, où il fait à chaque fois top 10. Mais il a fait une saison très intéressante aussi. Dommage son Tour d'Italie, où il est obligé d'abandonner et où il n'était pas forcément incroyable. Mais le Tour de Romandie, dommage le dernier contre-la-montre, mais sinon il pouvait faire un peu mieux. Je pense en termes de classement, il a été très bon, je trouve, toute l'année. Il a peu couru. Là, je m'aperçois de ça, il doit avoir même pas 50 jours de course. Mais il a fait vraiment du bon boulot. Là, l'année prochaine, le Giro. Est-ce qu'il sera là en tant que leader pour le général ? Je ne sais pas. Mais c'est un coureur qui vraiment progresse d'année en année, je trouve, de manière très linéaire, mais très intéressante. C'est vrai que, notamment chez Androni, je ne l'avais pas foncièrement remarqué, Masnada. Beaucoup plus, surtout ces 2 premières années, je dirais, chez Androni. La troisième était vraiment très bonne. Sur ces 2 premières années chez Androni, j'avais pas remarqué ce coureur plus que ça. Par contre, ensuite, derrière, ça a été du solide et du costaud. Et notamment chez De Koninck, quoi. Depuis qu'il est chez De Koninck, il n'a pas fait beaucoup de mauvaises courses, quand même. L'Italien. On a Remco Evenepoel. On attend toujours de suivre Remco Evenepoel parce que c'est un profil qui est surprenant, qu'on n'a jamais vu dans le cyclisme. Il a un contrat jusqu'en 2026 avec la Quick-Step. C'est dingue, ce coureur-là, parce qu'il y a un potentiel qui est énorme. Et puis, il y a une histoire aussi après sa chute. Là, je rappelle quand même qu'il a repris qu'au Tour d'Italie. Il y avait eu quand même son énorme chute au Tour de Lombardie.
Son problème, c'est qu'il manque d'expérience dans le cyclisme et qu'il manque de bagage technique. C'est son problème à Remco Evenepoel. Mais par contre, c'est un profil qui est hyper intéressant parce qu'il sait tout faire. Il sait tout faire. Donc il est hyper complet, il est très bon sur le chrono, il est très bon sur les courses d'une semaine, sur les grands tours. Bon, sur le Tour d'Italie, c'était un peu compliqué de savoir, mais je pense qu'il a aussi des belles capacités. Normalement, cette année, il doit faire le Tour d'Espagne. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Il va enchaîner Dauphiné, Tour de Suisse. C'est assez rare d'enchaîner les deux. Et puis, il reprendra, lui, au Tour de la Communauté de Valence, donc début février. Tour qui sera au tout début des Jeux Olympiques. Donc, je ne sais pas encore si je vais le suivre. J'ai essayé de le suivre, mais voilà. Des moments, comme il y aura les Jeux Olympiques en même temps, ça peut être un peu compliqué parfois. En termes de temps de repos. Voilà. Parce que j'ai aussi besoin à des moments de... Voilà, donc je sais pas si je ferai une vidéo sur cette course-là, je regarderai, je pense, la starting list, et puis après je vous dirai. Je continue, bien entendu, avec Julien Lafilippe, parce qu'on ne pouvait pas faire sans Julien Lafilippe, encore champion du monde. Maintenant, on attend qu'il gagne le Tour de France. Je sais bien qu'il dit à chaque fois qu'il n'est pas convaincu, mais là, le parcours cette année... il lui convient quand même très très bien, quoi. C'est un très très beau parcours. Alors je sais bien que ça va pas être facile pour lui, mais regarde Lutsenko. Lutsenko, il a réussi à faire 7ème du Tour de France l'année dernière, alors que pourtant Lutsenko, pour moi, c'est un coureur qui ne pouvait jouer que les classiques parce que c'est un coureur qui était assez excité et qui avait du mal à rester dans les roues, et pourtant il a fait un Tour de France où il est resté dans les roues et il a fait top 10. Donc oui, il était beaucoup plus calme que d'habitude, on va dire. Il a quasiment pas attaqué. Il n'a pas attaqué de la course, Lutsenko. Donc là, Lafilippe, moi je pense qu'il est en capacité de faire un très très bon Tour de France. C'est-à-dire que si à la fin de sa carrière, bon, il y aura les 2 titres de champion du monde, mais s'il n'y a pas un top 5 sur le Tour de France, on se dirait ah, c'est dommage quand même. C'est dommage. Donc voilà, pour Julien, là j'espère... s'il n'y a pas un podium sur le Tour de France, j'espère le podium. Vraiment, le parcours quand même de ce Tour de France est vraiment très favorable à Julien Lafilippe, je trouve. Et puis je termine avec Ballerini, parce que pourquoi Ballerini, c'est un coureur que j'apprécie énormément. Alors je trouve qu'il a une saison un petit peu particulière. Il a très très bien débuté, et ensuite ça a été beaucoup plus compliqué. Il avait débuté extrêmement fort le mois de février, mois de mars. Ensuite, il a eu un passage un peu difficile. Et Ballerini, pour moi, c'est un sprinter qui passe bien les côtes, qui a une très bonne vitesse en sprint. Donc voilà, j'attends de lui peut-être un peu mieux. Je trouve que sa saison 2021 a été un peu comme ça. On ne savait pas trop sur quel pied danser. Et je pense qu'il est capable de faire un peu mieux. Il est en contrat jusqu'en 2023 avec la Quick-Step. David Ballerini, il a 27 ans. Donc encore jeune, mais voilà, moi j'aurais aimé un peu mieux. Voilà, sur son année 2021. Je termine avec le maillot de la Quick-Step Alpha Vinyl. En fait, on a juste changé les sponsors. Le look du maillot reste le même. Je trouve que par contre, les sponsors s'accordaient un peu mieux avec l'ancienne tenue, même s'il y avait le gros logo Lidl. Là, il y a du blanc sur les épaules. Pour moi, il n'y avait pas autant de blanc non plus. Donc voilà, il y a des petits changements au niveau du maillot. On a conservé le bleu foncé. Aussi de cette équipe et du côté du maillot, je trouve que les sponsors étaient un peu mieux incorporés l'année dernière. Là, je trouve que, tu vois, par exemple, la grosse étoile rouge, là, je suis pas hyper fan de la manière dont on a incorporé les sponsors. Après, c'est pas simple parce que je pense que tous les sponsors veulent être présents sur le maillot et qu'il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde. Oui, les manches n'étaient pas blanches avant. C'est bien ce que je me disais, que le maillot a quand même changé. On retrouve un look un peu plus ancien. Alors les manches blanches, c'est pas mal parce qu'en plus, quand tu vois le maillot qu'a pris la Movistar, qui est un maillot très sombre, c'est vrai que sinon ça aurait été peut-être plus compliqué de les différencier. Mais moi, c'est les sponsors, là, je trouve que ça fait un peu moche la manière dont on a mis les logos des sponsors, ça fait gros massif. Après, bon, c'est aussi des contraintes techniques dans ce genre de cas.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Make Production. Ciao ciao.